si vous êtes un débutant absolu ou si vous utilisez Git depuis un bon bout de temps, mais vous ne comprenez pas fondamentalement comment Git marche, voilà, ce tuto est fait pour vous. Ici, vous allez apprendre toutes les commandes fondamentales de Git. Et puis, je veux également vous montrer toutes les commandes de Git qui sont utilisées au quotidien lorsque vous utilisez Git dans un projet. Donc, d'ici la fin de ce tuto, vous aurez appris toutes les bases nécessaires de Git. Et puis, nous aurons vu pratiquement toutes les commandes basiques qui vous permettent, en fait, qui vous rendront vraiment prêtes à démarrer avec Git. Donc soyez tout simplement prêts parce que là nous allons aller et toucher du bout de doigt tout ce qu'il faut à partir de zéro. Donc c'est encore votre formateur préféré, Tony Pro de Bipro Dev. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous avant de commencer, laissez des pouces bleus et puis commentez si vous avez des questions ou juste pour dire merci. Donc allez, on y va. Voilà, c'est quoi Git et pourquoi Git? Ici, Git, c'est le système de contrôle de version le plus utilisé dans le monde. Voilà, lorsqu'on parle d'un système de contrôle de version, c'est un logiciel qui vous permet en fait d'enregistrer les différentes modifications que vous faites dans vos codes et puis vous pouvez à chaque moment voir l'historique de ces modifications. Et également, ça vous permet de sauvegarder votre code dans un outil qu'on appelle un répertoire. Et maintenant, en plus de cela, Git vous permet de travailler en collaboration dans vos projets avec plusieurs autres développeurs. Donc ça, c'est basiquement un peu ce que c'est que Git ou un système de contrôle de version. Voilà, prenons un exemple plus concret. Donc, précédemment, avant Git, ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous êtes en train de créer votre produit, je veux dire un logiciel, vous écrivez les codes et puis quand vous pensez que ça atteint une maturité et que vous pouvez peut-être baptiser ça version 1 ou première version de votre logiciel, vous copiez ce dossier et puis vous la gardez quelque part. Maintenant, avant de commencer à remodifier, vous partez à partir de votre version précédente, vous continuez à modifier jusqu'à ce que lorsque vous pensez que ça atteint une autre maturité et que vous voulez la baptiser peut-être comme version 2, vous recréez un nouveau dossier et puis vous collectez tous ces dossiers version 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Maintenant, lorsque vous êtes par exemple en train de travailler avec disons 10 développeurs, vous pouvez voir que chaque personne devrait être en train de travailler sur une fonctionnalité bien définie. Maintenant, lorsqu'il faut faire ce qu'on appelle le merging, dont nous allons parler plus tard ici dans ce tuto, il va falloir que vous dites hey, copie-moi tout ce que tu as fait aujourd'hui. Disons le project manager, en fait le chef du projet, il serait là et puis chacun va essayer de copier sa part, son code qu'il a produit aujourd'hui, par exemple en fin de journée, lui il va prendre la peine de merge, de fusionner, voilà en français, de fusionner, et puis lorsqu'il a tout ce qu'il faut, il peut et c'est comme ça que vous travaillez jusqu'à atteindre votre version, vous créez des différents dossiers. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, imaginez que vous travaillez avec par exemple 100 développeurs, 200 développeurs, ce travail deviendra pratiquement impossible. Vous voyez, par exemple, des gros logiciels comme Facebook, plein d'autres gros logiciels, il y a des centaines, des milliers de développeurs qui écrivent du code pour le même logiciel. Et imaginez qu'il faille que c'est quelqu'un qui s'assoit pour copier tout ça et merge, pour fusionner et donner un seul logiciel, ce serait pratiquement impossible, j'ai dit. Donc, en gros, un système de contrôle de version vous permet justement de pouvoir gérer le tracking de l'historique de vos différentes modifications dans vos codes pour pouvoir créer des différentes versions. Et également, ça vous permet de travailler en collaboration avec des milliers, des centaines, voire même des millions d'autres développeurs sur le même produit. Donc,
En bref, c'est vraiment ça Git. Et je crois qu'à partir de là, vous aurez compris exactement ce que c'est que un système de contrôle de version. Donc, comme j'ai dit, Git reste le système de contrôle de version le plus utilisé dans le monde. Voilà, les systèmes de contrôle de version généralement sont catégorisés en deux parties. Généralement, ce qu'on appelle les systèmes centralisés et les systèmes distribués. Donc, les systèmes centralisés ne sont plus trop utilisés à nos jours, mais nous connaissons quand même un système centralisé qui s'appelle Subversion ou Microsoft Team Foundation. Donc, ces deux logiciels de contrôle de version sont purement centrés sur un seul serveur, dont toutes les autres collaborateurs essayent d'envoyer les codes ou de modifier à partir de là. Donc le code du projet est en fait centralisé sur un seul serveur et tout le monde travaille sur le même code. Et le plus grand inconvénient de ce genre de système, c'est que dès que le système central est down, donc a un problème en panne directement, tout le reste ne peut plus collaborer et ça devient un très grand handicap. Mais Git et Mercurial, qui restent les systèmes de contrôle de version distribués, renforcent cette faiblesse en créant ce qu'on appelle des systèmes distribués, qui veut dire tout le monde a une version du code dans sa machine en local et puis il peut faire des modifications même si le centre, je veux dire le serveur central a des problèmes, chacun garde sa copie et il peut continuer à faire des modifications en attendant que le problème soit réparé. Donc et une fois que c'est réparé, ils peuvent même sans réparer, ils peuvent collaborer ensemble et puis trouver un moyen de merge, donc de fusionner les projets. Donc c'est ça en fait l'avantage, et ici nous allons utiliser Git comme nous l'avons déjà précédemment dit. Et ici la particularité de Git, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il est complètement gratuit. En fait c'est un logiciel libre, il est vraiment scalable et plus vraiment rapide. Donc c'est un logiciel créé par Linus Torvalds. Juste pour renforcer tout ce que je viens de dire, Git est utilisé pratiquement dans 90% des logiciels qui sont développés dans le monde. Donc, je pense que si vous voulez vraiment devenir un bon développeur, Git reste l'un des skills, donc des compétences dont vous devrez absolument ajouter dans votre CV. Et puis, une fois que voilà, nous avons assez dit de Git. Prochaine. Ok, salut les pros, bienvenue dans ce deuxième tuto. Ici, je vais vous donner tout simplement les différents moyens par lesquels vous pouvez exécuter des commandes Git. Bon, pas forcément des commandes, mais je vais dire comment vous pouvez donner des instructions à l'application qui s'appelle Git pour qu'il puisse faire des tâches pour vous. Donc, il y a tout simplement deux méthodes. Donc, soit vous utilisez un terminal, soit vous utilisez une interface graphique. Donc, quand vous installez Git, il vient avec ces deux outils, Git Bash et Git GUI. Mais sans vous mentir, on n'utilise jamais Git GUI parce qu'il est complètement simple. C'est une interface extrêmement simplifiée, comme vous pouvez voir là. Il permet juste de créer des répertoires, voir des répertoires, etc. Bref, il ne sert pas à très grand chose, il n'est pas assez efficace. Il y a d'autres dont je vais vous montrer. Mais par contre, nous allons utiliser beaucoup celui-ci appelé Git Bash. Donc, comme j'ai dit, il y a tout simplement deux méthodes, soit à travers l'interface graphique ou la commande prompt. Donc ici, vous pouvez exécuter tout type de commande Git et puis vous aurez ce qu'il faut. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez également utiliser n'importe quel terminal. Si par exemple vous êtes dans Mac, par défaut, le terminal Mac est un terminal Linux. Donc, bref, ce terminal qu'on appelle Git Bash, c'est parce qu'il intègre les commandes basiques Linux. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup recommandé d'utiliser lorsqu'on utilise Git. Donc, à travers un terminal comme celui-ci, vous pouvez donner des instructions à l'application Git et il fait des tâches pour vous. Mais il y a également plein d'autres méthodes, mais à travers l'interface graphique, comme je l'ai dit. Donc, si vous partez dans le site officiel, vous allez voir qu'il y en a en fait une multitude.
il y a un qui s'appelle SourceTree. SourceTree, il marche dans Mac et dans Windows. Il est gratuit, bien qu'il est avec une licence propriétaire, qui veut dire à un certain niveau, vous devrez payer. Ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites des projets gratuits, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Si vous êtes étudiant, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc, pour votre cas, vous pouvez l'utiliser parce que vous êtes tout simplement en train d'apprendre avec. Mais il y a d'autres qui sont en fait complètement open source comme celui-ci. Vous voyez la licence MIT. MIT c'est complètement open source, donc vous pouvez aller lire pour avoir plus d'instructions. Même celui-ci, Git Extension, Tortoise, ou c'est Tortoise Git et plein d'autres. Il y a GitKraken qui est aussi beaucoup utilisé. Voici GitKraken, mais il est également free. Dépendant de ce que vous êtes en train de faire avec, si vous faites des petits projets gratuits, free également, vous pouvez l'utiliser. Il y a la version Linux, la version Mac et la version Windows. J'ai bien dit, c'est une interface graphique et je pense que c'est beaucoup plus sollicité. Donc, si ça vous dit, vous pouvez bien l'utiliser. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Donc, comme je disais, c'était juste pour vous donner les deux façons dont vous pouvez utiliser Git. Il y en a plein. Même jusqu'à nos jours, on peut utiliser Git sur un mobile. Hein. Donc, vous voyez, mais bien que vous devrez acheter, si vous êtes sur iOS, il y en a. Voilà. Donc, bref, c'était pour vous donner les deux moyens. Allez, donc, prochain tuto, nous allons débuter avec les choses intéressantes, donc qui est installer Git dans notre système et se rassurer qu'on a tout configuré pour démarrer. Voilà, ici, nous allons voir comment installer Git. Donc, ouvrez déjà votre terminal pour vérifier si vous avez déjà Git installé. Si vous êtes sur Mac, donc vous pouvez appuyer commande plus espace et puis vous saisissez terminal. Vous allez voir le terminal où vous ouvrez tout simplement votre terminal. Et si vous êtes sur Windows comme moi, tapez CMD, donc la touche Windows de votre clavier et puis vous tapez CMD directement, vous tapez sur entrée ou vous ouvrez tout simplement votre terminal si vous savez comment le faire. Donc moi j'ouvre mon PowerShell, ça peut être PowerShell ou n'importe quel ou le CMD même. Moi j'ouvre le PowerShell parce que c'est un terminal que je l'ai customisé comme vous pouvez bien voir. Donc là ce qu'il faut faire, je vais directement agrandir un peu la taille de mon terminal pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais saisir ici Git 2-version et puis j'appuie sur Entrée. Vous voyez la version que moi j'utilise, Git version 2.34.01. Donc, maintenant, si nous on rentre sur le site officiel de Git, nous allons voir qu'ils sont à la version 35. Voilà, je ne suis pas très loin de la version la plus récente. Donc, je vous recommande d'utiliser cette version qui est la dernière version de Git pour être vraiment sûr d'utiliser les dernières fonctionnalités. Bref, parfois je n'aime pas trop utiliser les toutes dernières versions, mais quand même la version la plus stable. Donc, voilà, c'est ça. Téléchargez-le. S'il le faut, cliquez ici tout simplement pour télécharger. Moi, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà. Et puis, vous suivez les instructions d'installation. Tout simplement, next, next, next. Et aussi, naturellement, en principe, ce n'est pas compliqué pour le faire. Si vous ne savez pas, vous pouvez un peu vous documenter comment installer Git sur votre système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows, ou que ce soit Mac également. Donc, allez, on y va. Donc, une fois que c'est bon, vous devrez toujours appuyer cette commande qui s'appelle Git 2-version. Et si ça met, ils ne reconnaissent pas Git, ça veut dire que vous n'avez pas bien installé. Et si ça met la version, là, bingo, vous avez installé Git dans votre système. Voilà, dans le tuto précédent, nous avons vu comment installer Git. Donc, cette fois-ci, nous allons faire quelques configurations de base qui vous
permettre de démarrer bien avec Git. Donc ici, nous allons voir comment configurer le nom d'utilisateur, l'email et l'éditeur de texte par défaut dont vous voudrez que Git utilise. Et pour finir, nous allons voir comment configurer la fin des lignes. Bon, ici, cette fin de ligne est pratiquement ambigu pour certains, mais c'est très important parce que ça vous permet, en fait, ça intervient lorsque vous travaillez déjà sur les projets collaboratifs du genre une autre personne utilise Windows et l'autre utilise par exemple le système Mac, qui la fin des lignes n'est pas interprétée de la même façon dans Windows et dans Mac. Donc là, en fait, restez scotché, je vais vous montrer bien en pratique de quoi je parle. Donc pour commencer, on ouvre notre terminal. Comme je l'ai dit, moi j'utilise PowerShell ici. Je fais d'abord un clé pour remonter et puis pour le faire, les configurations Git sont à plusieurs niveaux de permission, s'il faut le dire. Donc vous pouvez configurer, faites des configurations qui sont appliquées depuis le système même ou des configurations globales. Donc système veut dire tous les utilisateurs du système d'exploitation utiliseront les mêmes configurations, mais vous pouvez aller un peu plus bas en utilisant les configurations globales. Ici, les configurations globales sont appliquées à tous les répertoires, s'il faut le dire. Nous allons mieux comprendre les termes répertoires lorsque on va y avancer. Donc les répertoires qui veut dire tout simplement les différents projets de l'utilisateur courant, donc l'utilisateur qui est en fait connecté et il est en train de taper les commandes. Et si on part encore plus bas dans un troisième niveau, on parle des configurations locales. Donc les configurations locales sont appliquées seulement au projet, donc le dossier dans lequel vous vous retrouvez. Donc ici, nous, on va tout simplement faire des configurations au niveau global, qui veut dire dans tous nos différents projets ou répertoires dont nous aurons créé avec Git dans notre système de solution. Pour cela, on va mettre Git, ça commence toujours avec Git et on va mettre config. Vous voyez, maintenant on va mettre -- global et cette fois-ci, il faut mettre en fait l'option que nous voulons configurer. Ici, on veut configurer user name et là, il faut mettre une espace et on va mettre les codes ici. Je mets Kanju, désolé. Kanju duplex. Ici, on met les codes tout simplement parce que le nom ici est séparé. Vous voyez, si c'était collé, on n'aurait pas besoin de le faire ainsi. Donc, j'appuie tout simplement sur Entrée. Il semblerait que j'ai mal fait quelque chose, config. Voilà. Donc, il fallait dire global. Moi, je pense que j'ai mal saisi quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Et si on appuie sur Entrée, vous avez vu, c'est bon. Là, je vais faire un clair encore et je fais maintenant cette fois-ci pour l'email. Donc je dis git config global et puis je mets là je parle de user.email. Voilà, je mets tout simplement mon email tony14pro je parle ici de gmail.com. Voilà, vous voyez ici, je n'ai plus besoin des cotations parce que mon email est tout simplement une seule chaîne de caractères. Donc, c'est bon. Et là, il faut configurer cette fois-ci notre éditeur de texte en utilisant pratiquement les mêmes commandes. Git config global. Pardon, mais pourquoi j'ai ce problème? Global, ici, cette fois-ci, on dit core editor. On ne dit plus user, core editor. Ici, on va mettre encore les codes et on va mettre code wet. Donc, le flag wet ici pour dire tout simplement que je crois que c'est un flag, donc c'est pour ça qu'on doit mettre 2 tirets. Pour dire tout simplement que il doit attendre qu'on ferme l'instance de notre VS Code qui est allumé avant de démarrer celui-ci. Parce que celui-ci va en fait faire qu'à partir de Git, on peut directement ouvrir notre éditeur de texte. Et ici je parle de code. Ici code veut dire VS Code. Donc j'appuie sur Entrée. Donc pour cela je vous recommande fortement d'utiliser VS Code.
si ce n'est pas le cas, donc vous partez ici dans le lien officiel, vous la téléchargez. Déjà, même dans la description, je vais vous ajouter une vidéo YouTube que j'avais faite pour vous montrer comment installer Visual Studio dans votre système de solution. Donc, allez dans la description si vous n'avez pas VS Code, vous regardez d'abord la vidéo avant de revenir ici parce que nous allons utiliser tout simplement VS Code. Voilà, toutes ces commandes dont nous avons précédemment tapé, nous pouvons également, en fait, ces configurations, nous pouvons le faire directement à partir du fichier de configuration de Git. Donc c'est bien possible et pour cela, vous devrez taper une commande qui est tout simplement git config, mais toujours avec le flag global, et puis cette fois-ci vous mettez tout simplement -e, donc qui veut dire -e pour l'éditeur de texte, et puis ça va normalement ouvrir notre éditeur de texte ici, VS Code. Donc là à partir d'ici, vous pouvez bien voir en savoir plus, non pas pour l'instant, donc je peux juste zoomer un peu que vous voyez bien. Donc vous pouvez bien voir le chemin d'accès du fichier même en question. Donc il s'agit de git config, et puis vous pouvez bien voir que voici tout ce que nous avons configuré jusqu'à présent. Donc vous pouvez continuer à le faire à partir d'ici ou taper tout simplement les commandes. Donc nous allons rentrer cette fois-ci pour ajouter la dernière notre dernière option dont je vous ai parlé, comment marquer la fin de la ligne dans notre système, que ce soit Windows ou Mac. Donc parce qu'il y a toujours ces confusions là. Donc je vais rentrer dans le terminal, et puis je vais, vous voyez cette fois-ci qu'ils est en train de dire waiting for the editor to close the file. Donc en fait c'est le flag que nous avons mis tout simplement dans le corps éditeur, et nous avons mis code espace 2-wait. Le wait là, c'est pour dire que lorsqu'on ouvre l'éditeur, lorsqu'on ouvre le fichier de config avec Git, on devrait d'abord le fermer avant de continuer à faire d'autres commandes, avant de continuer à taper d'autres commandes. Donc pour cela, je rentre ici et je ferme tout simplement le fichier ici. Et là, si on revient là, vous pouvez tout simplement voir que ici on est capable de continuer à taper nos commandes. Donc je mets config global, et là je vais mettre cette fois-ci core espace auto CRLF. Donc il s'agit de auto carry left filtre. Donc tout simplement, si vous êtes sur Windows, vous tapez cette commande et puis c'est cette dernière option qui change. Donc vous mettez true, mais si vous êtes sur Mac, vous mettez input tout simplement. Donc c'est parce que je vous ai dit, le système Mac connaît tout simplement donc sans trop vous casser la tête, comprenez tout simplement comme cela. Donc moi je suis sur Windows, je mets true et puis j'appuie sur entrée. Donc c'est bon, et puis si je rentre ici, vous allez bien voir que notre fichier vient d'être mis à jour avec l'option que je viens d'ajouter. Voilà, il s'agit de ça. Donc là c'est bon, vous avez normalement configuré votre Git pour qu'il puisse bien gérer les fins de ligne dans Windows. Voilà, si vous voulez continuer et aller plus loin, par exemple chercher de l'aide avec le fichier de config, vous pouvez tout simplement taper git underscore 2- je veux dire help, comme vous voyez là, et puis vous appuyez sur entrée. Vous pouvez bien voir qu'il y en a plein de commandes qui vous aideront à mieux comprendre comment on utilise Git. Donc vous pouvez également aller dans Google et puis vous tapez git config documentation. Voilà, et je crois que ce serait ce premier lien. Vous ouvrez tout simplement comme ça. Ici vous aurez tout ce qu'il faut pour maîtriser complètement toutes les configurations de Git. Voilà, je crois que c'est bon déjà pour cette introduction. On a assez parlé, il faut qu'on passe maintenant aux choses concrètes.
Voilà, ici, il est temps pour nous de commencer à voir comment traquer l'historique de notre projet avec Git. Mais pour cela, nous allons aller pas à pas. Donc, je vais tenir votre main et vous montrer pas à pas, donc étape par étape, aussi posément qu'il le faut pour que vous puissiez comprendre proprement comment ça marche. Même si vous êtes un ancien avec Git et que vous utilisez Git déjà depuis quelques temps, la plupart du temps, je pense que les gens ne comprennent pas fondamentalement ce qui se passe. Et donc, cette partie est vraiment cruciale. C'est extrêmement important que vous la suivez jusqu'à la fin sans sauter aucune étape ou vraiment comprendre une fois pour toutes comment Git marche. Donc, pour cela, nous allons directement essayer de créer notre projet. Donc, mais je vais taper d'abord une commande qui s'appelle pwd, juste pour voir le répertoire dans lequel je me retrouve. Donc, nous sommes ici à l'intérieur. Donc, à partir de là, si on met ls, vous pouvez voir que ça liste déjà beaucoup de choses. Je vais entrer dans ce dossier qui s'appelle document. Je mets cd et je mets le nom. Voilà. Et à l'intérieur, il y a également un dossier qui s'appelle projet. Généralement, c'est à l'intérieur que je crée tous mes projets. Donc, vous pouvez bien voir que je suis actuellement dans le dossier qui s'appelle projet. Je fais un clé. Et puis là, je vais dire make directory. Je vais appeler ça git-tuto. Voilà. Et puis, c'est bon. Donc, ça vient de me créer le dossier. Si je dis cd git tuto, j'entre maintenant, comme vous pouvez voir, je suis dans le dossier qui s'appelle Git Tuto. Voilà. Ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a pratiquement rien. Donc, pour démarrer ou pour initialiser un projet avec Git, pour dire je vais utiliser Git dans ce projet, vous devrez taper une commande Git qui s'appelle git init. Donc, cette commande git init a fait initialise Git dans votre projet. Ici, pour notre cas, Git Tuto. C'est le projet qui s'appelle Git Tuto. Super. Vous voyez, initialize empty Git repository in blablabla. Donc, ça donne le chemin du répertoire absolu. Donc, là, c'est bon. Maintenant, si nous, on fait un ls, on peut bien voir qu'on ne voit rien jusqu'à présent. Ça montre toujours qu'il n'y a rien. Parce que par défaut, ce fichier qui vient d'être créé, parce que si vous regardez là, vous allez voir un fichier qui s'appelle .git, qui est toujours dans notre dossier Git Tuto. Ce dossier est par défaut caché parce que Git sous-entend que vous ne devez pas toucher. Et bien évidemment, on ne touche pas ce fichier. Donc, mais voici comment vous pouvez faire pour voir si le dossier est bien là. On met désolé, c'est parce que je suis dans un terminal qui ne supporte pas les commandes Linux. Je suis dans PowerShell. Si on disait par contre Git bash, ça allait être bien possible. Mais je ne le fais pas tout simplement parce que j'aime bien cette beauté dont la commande on affiche. Et déjà, si vous vous demandez comment j'ai fait cela ou comment cela est possible, ce n'est pas le cas chez vous, il faut utiliser un outil, donc c'est appelé Git push ou my push. Donc c'est un paquet Windows qui vous permet d'installer cette extension là et puis votre terminal devient plus joli comme ça. Mais comme j'ai dit et je répète, ça n'a rien à voir avec Git. Donc sans ça, votre Git, vous pouvez toujours bien suivre le tutoriel sans aucun problème. Et si vous voulez peut-être cela, j'attache le lien d'une vidéo où je vous montre comment rendre votre terminal également ainsi dans la description ci-dessous. Donc bref, on continue. Je disais tantôt, pour voir effectivement le dossier là, nous allons rentrer dans notre explorateur des fichiers, donc nous allons entrer dans notre explorateur des fichiers et puis on va chercher le projet qui s'appelle, voilà. Vous pouvez bien voir ici, c'est ça le dossier en question. Si vous ouvrez, vous allez voir que ce dossier en a beaucoup de choses. C'est très intéressant. Bon, si vous revenez ici, vous allez voir master. Ceci est directement ajouté pour dire votre projet utilise Git. Donc, comme je vous disais, on ne doit pas toucher ce fichier. Si je rentre là et que je supprime ce fichier, ici, je viens de le supprimer. Là, si je fais quelque chose comme ceci, vous voyez que notre terminal ne reconnaît plus master parce que en principe, comme j'ai dit, ce fichier ne doit pas être touché.
vous n'allez pas supprimer, ni modifier, ni rien faire. Laissez-la tel que c'est. Git se sert de ça pour savoir comment traiter l'historique de votre projet. Donc, pour commencer, nous allons encore initialiser notre projet avec la commande git init. Et puis, là, on peut directement voir que notre flag master avec l'icône des branches de Git qui s'affiche encore là. Donc, c'était tout pour ce premier tuto. Donc, prochaine étape, nous allons concrètement commencer à voir comment traquer nos différents fichiers. Super. Voilà, nous avons vu comment initialiser notre projet Git. Maintenant, il faut que l'on comprenne clairement le workflow d'un projet Git. En fait, comment Git marche principalement lorsque nous sommes en train de l'utiliser pour développer notre projet. Donc, à la base, vous avez votre dossier qui a été initialisé avec le Git. Donc, vous avez le point Git dans votre projet, mais vous allez maintenant commencer à ajouter vos différents projets, vos différents fichiers dans un dossier ou des sous-dossiers et tout ça. Donc, vous ajoutez par exemple un fichier 1 et un fichier 2.txt. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Git va créer quelque chose qui est caché ou bien des scènes, donc en arrière-plan que vous ne voyez pas, et ce truc s'appelle le staging repository. Bon, s'il faut le faire, qui représente en fait une capture de votre répertoire courant dont vous voyez avec vos yeux. Mais l'autre là est caché et c'est Git qui sait comment il est géré. Donc, par exemple, lorsque vous faites des modifications ou vous créez le fichier 1, fichier 2 pour telle chose et que vous commencez à ajouter des codes jusqu'à ce que vous pensez que c'est bon, vous pouvez faire ce qu'on appelle ajouter tout simplement en disant Git à Git que track ces fichiers, ce que je viens d'ajouter dans mon projet, track tout ce que je viens de faire dans mon projet jusqu'à présent. En utilisant tout simplement une commande qui s'appelle git add et puis vous spécifiez peut-être fichier 1, ça ajoute le fichier 1 dans le stage state. Si vous dites git add fichier 2, ça va également l'ajouter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas encore commit. Donc, tout cela reste toujours dans votre machine locale. Et maintenant, quand vous êtes satisfait de tout ce que vous avez ajouté dans votre staging state, vous pouvez maintenant faire un commit pour dire, bon, je viens de finaliser avec la fonctionnalité login par exemple ou l'interface login. Vous faites tout simplement git commit et puis vous mettez -m, vous précisez maintenant le message qui est signifiant en fait, pour que l'on puisse ou les autres développeurs puissent voir exactement qui a fait le commit, quand est-ce que ce commit a été fait et pourquoi ce commit a été fait. Maintenant, quand vous faites le commit directement, ça quitte du stage state. En fait, ça fait encore une autre capture du stage stage directement dans ici, comme vous voyez dans vos commits. Donc, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils pensent que lorsqu'ils font le commit, ça supprime le stage state. Non, par contre, c'est faux. Le stage state reste toujours comme c'est. Et le stage state, comme j'ai dit, ça garde la version, votre prochaine version du tuto. Ce qui est dans le commit, c'est la version, c'est un peu similaire à la version en production. Et maintenant, quand vous êtes, à chaque fois que vous êtes en train de faire des modifications, vous poussez dans le staging state. Donc, par exemple, si on continue encore à faire des modifications dans le fichier 1, directement, après avoir utilisé git add fichier 1, vous allez voir que notre staging state change et ça se met à jour avec les dernières modifications de notre fichier 1. Maintenant, disons quelque chose de palpable. Si vous supprimez par exemple le fichier 2, vous faites toujours git add. Au lieu de faire git remove or whatever, vous faites toujours git add pour dire track le fait que j'ai supprimé le fichier 2. Et Git saura directement que vous avez supprimé. Vous allez voir que le stage state va directement également supprimer le fichier 2. Donc maintenant, quand vous êtes satisfait, vous pouvez encore faire git commit. Et puis directement, ça ajoute ça dans le commit encore comme vous pouvez voir. Donc, et principalement, le staging state
restez toujours avec la capture de votre projet. Et lorsque vous venez de commit, même le commit reste aussi avec, reste également, donc vous voyez que votre projet reste une capture de tout l'état dont vous vous retrouvez à l'instant T. Donc, basiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, vous allez, et maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que tous les commits, comme j'ai dit, gardent une ID, le message, l'heure à laquelle il a été commit, qui a commit ça, et le message doit être aussi explicite pour qu'on sache pourquoi vous avez fait le commit. Cela vous permet en fait de pouvoir à chaque moment rentrer à une version spécifique qui veut tout simplement dire à une commit ID. Vous voyez maintenant. Donc même dans le message, vous pouvez dire version 1 de notre projet. Donc et justement, vous allez peut-être vous demander si Git garde une capture, donc une sorte de copie de notre projet. Ça peut devenir très bizarre en termes d'espace, ça peut occuper tellement d'espace. Non, Git est assez efficace et il compresse. En fait, ils ont un algorithme de compression très efficace qui les permettent de compresser tous vos fichiers à chaque fois que vous êtes en train de faire des commits, parce que chaque commit, comme je l'ai dit, représente une copie pratiquement entière de votre projet et ils savent comment également gérer pour ne pas garder les doublons. Donc bref, n'essayez même pas de comprendre, ça reste jusqu'à présent une question complètement interne dans le design de Git qui ne vous concerne pas ici. Donc nous, on voulait tout simplement comprendre le workflow et j'imagine que vous avez compris. Vous faites vos modifications, vous mettez au staging state en utilisant git add qui veut tout simplement vous traquer toutes vos dernières modifications. Et maintenant, lorsque vous êtes satisfait, vous faites un commit parce qu'il ne faut pas que à chaque moment que vous faites une ligne de code, vous faites git add ou vous faites git commit. Donc il faut quand même essayer de faire quelque chose de signifiant. Et lorsque tout cela est fait dans votre git add, donc je veux dire dans staging state, vous pouvez maintenant faire votre commit. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Ok, assez parlé, assez parlé. Cette fois-ci, nous allons voir concrètement comment ça se fait. Donc, vous vous rappelez, nous sommes toujours dans notre dossier ou notre projet qu'on a initialisé avec Git. Ça s'appelle Git Tuto. Donc, cette fois-ci, on va créer deux fichiers, fichier 1.txt et fichier 2.txt. Donc, je vais utiliser purement la commande en mettant echo. Je veux echo quoi? Je veux écrire hello dans un fichier qui s'appelle file1.txt. Donc comme vous pouvez bien voir, et là ça vient de créer un fichier dans le répertoire. Je répète la même commande en appuyant tout simplement sur la flèche du haut et puis je rechange le fichier. Cette fois-ci j'appuie encore. Si on fait un ls, vous pouvez voir que on a bien nos deux fichiers file1 et file2. Bon, bref, ici j'utilise tout simplement les fichiers texte pour ne pas confus qui que ce soit, pour que l'on comprenne que ici on ne parle pas d'un projet JavaScript, d'un projet PHP ou Python ou C++ ou n'importe quoi. Donc ici je garde tout assez universel. L'essentiel c'est de comprendre le principe. Donc comme vous pouvez bien voir, je vais faire un petit clair pour faire un peu de ménage dans notre terminal ici. Voilà, curieusement vous pouvez voir l'icône qui vient d'être ajoutée pour dire modifier et plus 2, donc 2 quelque chose, c'est tout simplement pour dire deux fichiers ont été modifiés. Maintenant, si nous on a une commande qui s'appelle git status et puis on dit enter, vous allez voir on track file no commit yet. Il s'agit en fait de ces deux fichiers qui sont en rouge, qui dit ces fichiers ne sont pas encore à notre staging state. Donc en fait, c'est pour dire nous n'avons pas encore traqué ces deux fichiers. Comme je vous ai dit, pour traquer un fichier, il faut utiliser git add. Donc, je dis ici git add. Comme vous voyez, c'est en anglais. Vous devrez connaître un peu du minimum d'anglais et je crois que vous aurez peut-être la chance que je vous donne un cours, en fait, quelque chose
des astuces qui pourront vous aider à maîtriser l'anglais basé pour une information. Donc, restez scotché, abonnez-vous à la chaîne, c'est très très important. Donc, ici, il y a plusieurs façons. Nous pouvons tout simplement dire file1.txt, comme vous voyez, pour dire je veux tout simplement ajouter, traquer le fichier 1, le file1, ou peut-être traquer les deux fichiers en mettant espace comme ça, et puis je mets txt, donc je dis traque-moi le fichier 1, espace le fichier 2, donc fichier 1 et fichier 2, ça peut être même plusieurs fichiers, vous mettez tout simplement des espaces et puis vous spécifiez des fichiers. Mais vous pouvez également utiliser le pattern comme ça en disant par exemple étoile, qui veut dire .txt, pour dire allez prends-moi tous les fichiers, donc ajoute tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Et pour clôturer, vous pouvez maintenant également utiliser git add. Quand vous dites git add, pour dire ajouter tous les fichiers qui sont dans le répertoire courant dont je me retrouve. Dans le répertoire courant dont nous nous retrouvons, c'est git tuto. Donc on dit ajoute tous les fichiers qui se retrouvent à l'intérieur, mais attention, attention, lorsque vous utilisez ce point comme ça, vous dites tous les fichiers et généralement, attention, attention, avant d'utiliser le période ou le point, sachez bien que ça va ajouter tous les fichiers et parfois, il y a des moments où on ne veut pas ajouter tous les fichiers, donc on ne veut pas traquer tous les fichiers parce que par exemple pour envoyer certains codes depuis votre machine à un répertoire en ligne qui s'appelle GitHub, dont nous allons parler certainement dans ce tuto également. Donc c'était juste pour attirer votre attention. Donc avant de le prendre pour traquer tous vos fichiers, sachez bien ce qui peut se passer ou les conséquences que ça peut y avoir si vous avez des gros fichiers qui peuvent vous influencer et prendre beaucoup de temps. Donc ici, nous, on va l'utiliser parce qu'on a tout simplement fichier 1 et fichier 2 qui sont tout simplement des textes. Donc quand je fais ceci, là, je viens de les ajouter, je fais encore un clair. J'ai zoomé assez pour que vous puissiez clairement voir et pour rendre le tuto aussi de bonne qualité. Donc c'est des skills que je vous apprends ainsi. Et si vous regardez, quelque chose s'est passé ici, vous voyez que c'est pour dire tax done. Donc deux fichiers viennent d'être ajoutés et ce n'est plus modifié comme c'était un crayon. Donc tout ceci compte beaucoup. Là, si je fais encore git status et j'appuie sur entrée, vous voyez maintenant change to be committed. Donc ces deux fichiers ne sont pas encore committed, mais ce qui est curieux ici, c'est que ils ne sont plus en rouge, ils sont en vert pour dire c'est bon, ils ont été traqués. Voilà, c'est ainsi que vous traquez les fichiers en utilisant tout simplement cette commande qui s'appelle git add. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, faisons quelque chose. Si je fais cette fois-ci git, si je fais peut-être echo world, je ne sais pas, je crois que c'était d'abord hello. Cette fois-ci, je dis deux flèches dans file1.txt. Cette fois-ci, je veux append. Je mets deux flèches cette fois-ci pour dire je veux append. Donc, je veux ajouter à la fin du fichier un autre truc comme ceci. Ce qui se passe, c'est que si je fais encore git status, vous voyez, directement, ils sont capables de dire change not stage for commit. Ils savent que Git, Git est directement capable de détecter qu'il y a encore des modifications sur le fichier 1. Ce qui se passe, c'est que cette version du fichier 1 est différente de la version du fichier 1 qui est dans notre staging state. Vous vous rappelez de staging state? Donc, tout était déjà bon là-bas, mais comme je viens de faire une autre modification sur le fichier 1, automatiquement Git a détecté que le fichier 1 n'est plus à jour que ce qui est dans notre staging state. Donc pour le faire, nous sommes obligés de mettre encore git add, cette fois-ci file1.txt, comme vous voyez là. Et là, si je fais encore git status, vous voyez que directement les deux fichiers deviennent encore verts. Voilà, c'était tout pour les staging state. Maintenant, prochaine étape, nous allons bien voir comment faire les commits.
Ok, nous avons vu pas mal de choses. Maintenant, il faut qu'on apprenne comment faire des commits. Donc, comme on a dit jusqu'à présent, nous avons traqué tout simplement nos fichiers. En fait, nous avons signalé à Git que lui prend en considération ces différents fichiers et les différentes modifications qui ont été faites dessus. Maintenant, le commit vient lorsque vous pensez que vous avez en fait quand même des modifications considérables du genre vous étiez en train de travailler dans une fonction, vous étiez en train de corriger un bug, vous étiez en train d'ajouter un petit icône, vous étiez en train d'ajouter une petite fonctionnalité qui ne prenait pas assez de temps, implémenter quelque chose. Voilà, il faut, après avoir traqué tous les fichiers, tout ce que vous avez touché lors de l'intervention de ce problème spécifique ou de cette fonctionnalité spécifique, vous devrez commit, vous devrez l'ajouter dans l'historique de votre projet. Et pour cela, il faut utiliser ce qu'on appelle le Git commit. Donc pour ça, nous sommes satisfaits avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et comme vous savez, si nous on appuie Git status, on voit que on dit change to be committed. Ce qu'il faut faire, c'est exécuter une commande qui s'appelle git commit-m. Et puis ici, on met les double quotes pour dire on veut écrire un texte qui a des espaces. Par exemple, on peut dire ici notre commit initial. Vous voyez, donc vous appuyez sur entrée et puis ça va prendre en considération cela. Donc, mais il y a plusieurs façons parce que il peut arriver que vous ayez travaillé sur quelque chose d'un peu particulier. Donc, lors de l'implémentation de ce que vous étiez en train de faire, il y avait des contraintes dont vous voulez expliquer à tout autre développeur qui veut à tout d'autres développeurs dont vous êtes en train de collaborer ensemble parce que c'est très important que tout le monde comprenne exactement les différents commits que vous avez fait sur le projet, surtout le chef de projet ou le project manager. Donc pour cela, généralement, ce n'est pas juste une ligne de code comme ça, mais si c'était un truc assez simple, donc vous pouvez expliquer avec une seule ligne de code. Donc mettez directement votre message comme nous avons fait ici. Et puis vous appuyez sur entrée. Mais ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire si vous avez des messages qui sont un peu plus longs. Genre, vous voulez décrire brièvement quelque chose dont vous voudrez que les autres prennent en considération. Vous mettez cette fois-là git commit tout simplement et puis vous appuyez sur entrée. Ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir votre éditeur de texte. Ici, pour nous, il s'agit de VS Code, comme nous avons choisi comme notre éditeur de texte par défaut. Donc ici, vous allez mettre par exemple le titre de votre commit et puis vous pouvez aller à la ligne, vous mettez la description de votre commit. Donc ici, par exemple, je vais mettre comme titre peut-être mon premier commit. Et puis, lorsque vous revenez ici au niveau de la description, ça doit être une longue description. Vous dites attention, dans ce premier commit, j'ai une contrainte, par exemple. Et là, je mets quelque chose comme smile. C'est juste pour animer la galerie. Donc là, c'est bon. Ce qu'il faut faire, c'est que vous fermez tout simplement le fichier. C'est parce que par défaut, mon éditeur de texte est configuré pour sauvegarder automatiquement tout ce que j'ai saisi. Donc, vous voyez, enregistrement automatique. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement CTRL S et enregistrer le fichier. Quand vous avez fini, vous fermez ici comme ça et ça va retourner dans votre éditeur de texte. Vous pouvez bien voir mon premier commit qui est comme le titre. Ils disent 2 fichiers ont été modifiés, 2 file change, 0 insertion, 0 deletion, created node, fichier 1 et fichier 2. En fait, ça essaie de décrire clairement tout ce qui a été fait. Nous avons parlé du commit ID. Voici en fait le commit ID qui est un peu comme la version de notre projet à l'instant T. Donc après avoir fait le commit. Donc
Ce qui est intéressant, c'est que, regardez ici, nous avons master. La couleur, c'est un peu un jaune ou quoi, je ne sais. C'est un beige. Maintenant, nous, on a tout ce blablabla. Donc, cocher pour dire c'est bon, le staging c'était bon avec des fichiers. Mais quand nous on finit le commit, vous pouvez voir que notre guide rentre encore à l'étape initiale pour dire tout est OK, OK, OK. Si vous exécutez maintenant guide status, vous allez voir que ça dit one branch master, nothing to commit, working clean. Ça veut dire votre projet est clean, tout est bon, vous avez fait ce qu'il faut pour que Git soit satisfait. Voilà. Maintenant, comme astuce ou comme best practice, meilleure pratique en termes de commit, sachez que il ne faut pas faire des commits très petits. Donc, je veux dire, il ne faut pas trop commit, ou il ne faut pas commit après une très longue durée. Donc, sachez juger pour que vos commits aient vraiment un sens. Parce que si vous faites des commits après une très longue durée, vous aurez peut-être des commit messages qui disent tout simplement j'ai ajouté toute la fonctionnalité telle, ce qui n'est pas très efficace, ce qui ne permet pas de comprendre clairement pourquoi vous avez commit et ce que vous avez fait dans le commit. Ça englobe beaucoup de choses et ça rend confus d'autres développeurs qui vont regarder vos commits. Mais si vous committez du genre et ajoutez fichier 1, ajoutez une ligne dans tel niveau, faites ceci, faites cela, du genre à chaque fois que vous faites une ligne de code, vous faites des commits, c'est pas également bon. Vous pouvez faire des stages, donc du genre git add pour traquer l'historique de ce que vous êtes en train de faire, pour traquer en fait vos dernières modifications. Parce que si vous ne traquez pas et que vous perdez le code, vous n'allez plus pouvoir recouvrir ce qui s'est passé. Mais par contre, il faut juste savoir juger. Donc, par exemple, vous pouvez faire 5 à 10 commits par jour, mais sachez que ça, c'est pas une règle ou un standard. Donc, à vous de faire bon sens et pouvoir savoir commit des choses qui ont un sens, du genre ajouter la fonction ou travailler sur la fonction de connexion ou d'inscription, travailler sur le checkout et ainsi de suite. Donc, fixe et bug. Donc, j'étais en train de corriger l'erreur que l'utilisateur dit que tel truc ne marche pas. J'étais en train de corriger tout simplement l'erreur de saisie qui a été mentionnée, ainsi de suite. Donc, faites vraiment du bon sens et faites des commits qui ont vraiment un sens. 5 à 10 commits, 10 à 15, oui, ça dépend vraiment surtout de ce que vous êtes en train de faire et du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, je crois que c'est un peu ça et surtout que vous avez appris ici. Donc, maintenant, lorsque nous allons pratiquer au fur et à mesure, vous allez apprendre beaucoup lors de ce tuto. Ok, la plupart du temps, les débutants se demandent toujours est-ce qu'il faut d'abord traquer des fichiers avant de les commit. Donc, je vais vous dire, c'est pas obligé. Vous pouvez directement commit vos chaînes sans avoir les traqués. Mais attention, sachez exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est recommandé toujours de traquer les fichiers. Donc, je vais dire stage, ajouter dans le staging state avant de les commit. Mais si vous êtes vraiment pro et que vous comprenez purement ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez, vous comprenez purement ce que vous êtes en train de faire et que vous n'avez pas vraiment besoin de peut-être les traquer d'abord avant de les commit, vous pouvez le faire. Donc ici, je vais vous montrer la commande qui vous permet de le faire directement sans avoir utilisé le git add. Donc on va d'abord faire le clear ici. Et pour ça, on va faire d'abord une modification dans notre fichier 2. Par exemple, je vais dire echo. Cette fois-ci, good. Dans notre fichier file2.txt. Et ici, c'est bon. Donc, on vient d'ajouter quelque chose là-bas. Vous pouvez directement voir que on vient d'avoir encore ceci qui veut dire un fichier a été modifié. Et pour ça, on peut même faire un git status
qui nous montre bien que le fichier 2 a été modifié. Maintenant, nous, on veut, au lieu de traquer d'abord comme on le fait généralement en faisant git add, et puis on met le fichier 2, nous allons faire tout simplement git commit, comme vous pouvez voir ici. Je vais dire A pour dire all, et puis je vais dire M pour dire le message, et à partir d'ici je peux ajouter le message. Mais vous pouvez également tout simplement ajouter les deux pour dire commit all the changes. Donc vous voyez, change not stage for commit, donc ça va faire git add et puis ça va faire git commit à la fois. Donc pour ça j'ajoute M pour le message et je dis ici just edited the second again. Vous voyez, donc et puis j'appuie sur entrée. Ce qui se passe c'est que vous voyez, voici l'ID du commit et just edited le message. Ils disent one file change. Ils peuvent vous dire 0 section, 0 deletion. Donc, mais ce qui est cool, c'est que on peut voir exactement que notre master vient de changer encore pour dire tout est bon. Donc, j'ouvre un peu ce dossier dans notre VS Code que vous voyez concrètement de quoi on parle depuis, parce que je sais que certains jusqu'à présent ne sont pas trop satisfaits comme nous travaillons dans le terminal, mais pour ça j'appuie tout simplement code et j'appuie espace D. Si ça ne marche pas chez vous, essayez de Google pourquoi ça ne marche pas et rectifier ce problème, parce que normalement sur Windows ou sur Mac ça devrait bien marcher. Donc si nous on rend les choses un peu plus cool en tirant là et puis on ferme le fichier. Si j'entre ici, vous voyez bien hello et vous voyez world. Ça c'est des trucs que j'ai ajouté sur notre fichier 1 depuis mon terminal avec la partie echo. Donc ça, j'espère que vous avez également appris l'autre là. Vous voyez notre fichier 2 là, il est également avec notre hello écoute. Donc j'espère que vous avez compris. C'était juste pour vous rassurer que en principe nous ne sommes pas en train de faire de la magie. On utilise tout simplement le terminal pour modifier les fichiers. Voilà, donc c'était comme ça que on peut commit un fichier ou des modifications sans forcément les ajouter dans le staging state. Ok, cette fois-ci, nous allons voir comment renommer des fichiers ou les déplacer. Voilà, avec Git, ce qui se passe, c'est que nous, on a déjà des choses ici qui se sont passées. Si on fait Git status, on va voir ceci. Donc, je vais d'abord finaliser avec ça pour éviter ce problème, pour que mon directory soit clean. En fait, pour ne plus avoir ces deux choses, je dis, allez, supprimer les deux fichiers. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé les deux fichiers. Donc, c'est bon. Voilà, mon working directory est clean. Je fais un clair là pour remettre mon terminal à 0. Ok, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus rien. Et pour ça, je vais créer encore deux fichiers. Tout simplement, echo hello file1.txt et hello file2.txt. Donc on vient de recréer nos deux fichiers, comme vous pouvez voir, ls liste encore ça. Donc ici on veut voir comment changer, donc renommer le fichier 1 là à main.js. Main.js. Donc normalement pour le faire dans news, vous faites move file1, je vais dire file1.txt to main.txt. Donc principalement c'est comme ça que ça se passe. Quand je fais cela, ça s'est fait. Si vous vérifiez là, en principe vous allez voir qu'il y a un fichier qui s'appelle main.txt. Il n'y a plus de file de fichier ou file1. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que si on regarde git status, parce que lorsque je regarde là ici en haut, je sais qu'il y a eu deux modifications. Qu'est-ce qu'on a? On voit bien que untrack file, il y a un fichier qui s'appelle fichier 2 et fichier 1 qui sont là, ils ne sont pas traqués.
Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on puisse faire un guide add des deux fichiers. Bon, c'est parce que je viens de créer les deux fichiers et je n'ai pas d'abord traqué. Mais cette fois-ci, comme j'ai renommé, vous voyez qu'ils ne reconnaissent plus le fichier C. Maintenant, si je refais la même chose, tout est bon. Maintenant, que ce soit même graphiquement, fichier de façon graphique, donc je vais modifier, renommer le fichier 2C à index.txt. Et si je rentre dans mon terminal là, je peux directement voir que Git a traqué ce qui s'est passé. Voilà, en principe, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que lorsque vous renommez un fichier ou vous déplacez un fichier, Git considère que ce fichier a été d'abord supprimé et puis il a été recréé. Vous voyez? Donc, il considère ici que j'ai supprimé le fichier 2 et puis j'ai créé un fichier qui s'appelle index.txt. Donc, en principe, il faut que vous fassiez git add file to pour traquer vraiment la suppression du fichier 2. Si vous vous rappelez, désolé, donc vous faites git add fichier 2 pour que ça traque la suppression. Si je reviens là avec le statut, vous voyez que le fichier 2 c'est déjà bon. Lui, il reconnaît maintenant que un nouveau fichier a été créé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est encore un git add index.txt pour que ça traque également le fichier index.txt. Si je rentre dans les statuts, tout est bon. Maintenant, ce que je voulais tout simplement vous montrer, c'est que lorsque vous renommez ou vous déplacez un fichier, Git considère, comme je l'ai dit, que vous avez supprimé d'abord le fichier et vous l'avez recréé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention ici. C'est un truc qui confuse beaucoup de gens, qui crée beaucoup d'ambiguïté pour certains gens lorsqu'ils sont débutants. Voilà, regardez la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Maintenant, je vais vous montrer comme précédemment que Git a également une commande qui vous permet de faire tout ceci en une seule étape. Et pour cela, vous faites tout simplement Git, au lieu de tout simplement utiliser la commande par défaut de move, vous faites d'abord Git, avant, vous utilisez d'abord Git et mv pour dire move. Par exemple, je vais transformer le fichier main là, main.txt, je veux le retransformer pour qu'il devienne encore fichier 1.txt. Voilà, si je fais ceci, c'est bon. Si je fais git status, vous allez voir quelque chose. Lui, il a pu déjà traquer la suppression et l'ajout du fichier 1 et tout est bon. Donc c'est la même chose si vous voulez faire, par exemple, je réexécute la même commande pour que vous compreniez bien pour le cas de notre index.machin. Je veux qu'il rentre à fichier 2.txt. Donc notre working directory est très cool. Voilà, super. Donc j'espère que vous avez bien compris. Il y a une commande Git qui vous permet de le faire directement sans passer par tracking de la suppression et de la création. Cette commande c'est git mv. Donc vous pouvez le faire plusieurs fichiers comme en utilisant juste des espaces. Non, en fait, voilà. Étant donné que c'est bon, nous pouvons maintenant faire notre commit avec git commit. Et là, on dit, vous voyez que depuis, j'utilise maintenant le commit d'un seul message, d'une seule ligne. Je ne veux pas ajouter un message avec plusieurs autres descriptions. Donc, suppression, recréation des deux fichiers de départ. Ok, super, super, super. Donc là, prochaine étape, nous allons parler d'un fichier très important. Il s'agit de git ignore. Ça vous permet d'ignorer certains fichiers que vous ne voulez pas que Git prenne en situation ou qu'il traite. Ok. Cette fois-ci, nous allons parler d'un feature très important. Il s'agit de ce qu'on appelle le git ignore. Git ignore ici, c'est un fichier où vous pouvez déclarer vos dossiers, vos fichiers et tout. Par exemple, les grosses images, les grosses vidéos, les binaries, les logs, les packaging,
je veux dire les packages comme le Node Package Manager dedans pour qu'il ne puisse pas être tracé par Git. Donc pour ce fait, on peut créer un fichier qui s'appelle gitignore. Tout simplement, je viens ici, je crée un nouveau fichier que je l'appelle .gitignore. Voilà, ça c'est le nom du fichier. Vous voyez que c'est reconnu ici par VS Code en ajoutant ici le logo de Git. Donc maintenant, on peut créer un dossier. Soit vous le faites depuis le terminal ou depuis ici. Je vais créer un dossier qui s'appelle log. Non, je vais d'abord essayer de tracer je vais d'abord essayer de vérifier le statut de Git. Vous pouvez voir qu'ils reconnaissent qu'on a ajouté un fichier, donc il faut traquer ce fichier. Pour ça, je fais git add. Le nom du fichier c'est .git non. Voilà, le fichier a été ajouté. Je peux faire un git commit pour dire added de git ignore file. Donc j'ai ajouté le fichier git ignore. Maintenant je peux créer un autre dossier et à l'intérieur je vais directement ajouter le dossier en question ici. Je vais créer un dossier qui s'appelle logs. C'est un dossier, c'est pour ça que je vais mettre ceci à la fin. Vous sauvegardez. Maintenant, si je reviens là, ou même à partir de votre éditeur de texte, vous créez un dossier qui s'appelle logs. Comme ceci. Vous rentrez là, vous allez voir que en fait, git status, ils pensent tout simplement que git ignore a été modifié. Ils ne reconnaissent même pas le dossier que vous avez créé en appelant log. Donc pour ça, vous allez tout simplement faire git add pour ajouter votre fichier. Et puis vous pouvez faire git commit pour dire par exemple ajout, je sais pas ce que, comme ça ajout du dossier logs dans git ignore. Voilà, c'est bon. Là maintenant, même si j'ajoute quelque chose dans notre dossier log, ça ne va pas être tracé. Par exemple, echo logs into something called logs.app. Donc j'entre comme ça dans le dossier qui s'appelle logs et puis je crée un fichier qui s'appelle app.log et j'ajoute le texte ici qui s'appelle logs. Ça peut être n'importe quoi. Si je l'ajoute là, ça vient d'être ajouté, mais curieusement vous pouvez bien voir que Git ne reconnaît même pas tout ça et pourtant nous avons ajouté. C'est parce que bien sûr on l'a ajouté ici, on a dit ne trace pas ceci, ne traque pas ceci, laisse là, ça ne nous concerne pas, ne prends pas ça en considération. Ok, salut encore les pros. Donc précédemment nous avons vu comment utiliser le fichier git ignore. Donc en fait comment ignorer certains fichiers dans notre Git. Donc de telle façon que lorsque nous sommes en train de développer, Git ne prend pas en considération les modifications que nous fassions dans ces fichiers là. Maintenant cette fois-ci nous allons voir quelque chose de très important qui dérange énormément les débutants et même les intermédiaires et voire même certains qui sont expérimentés avec Git. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur votre projet et que préalablement, je veux dire initialement, vous avez déjà traqué certains fichiers, il est commit.
dans votre repository. Maintenant, selon les modifications de votre projet, vous décidez que ces projets n'ont pas le droit d'être traqués. Donc vous voyez, mais initialement, ils ont déjà été traqués. Maintenant, comment faire? Certains penseront qu'il suffit tout simplement d'ajouter ce fichier-là dans le guide Ignore. Mais en principe, c'est vrai, mais il y a tout un processus à faire derrière et je vous assure, ça dérange énormément les débutants. Donc, je vais vous montrer ici comment faire cela. Allez, on rentre dans notre terminal. Ici, status. On voit que notre working directory est clean. Maintenant, si on fait git, si on fait ls, voilà, voici tous les fichiers que nous avons dans notre répertoire. Bref, laissez-moi vous montrer ça dans le terminal. Je veux dire dans l'éditeur des textes. Putain, excusez-moi avec ce truc qui me dérange. Voilà. Dans l'éditeur des textes, en principe, voici à quoi ressemble notre structure jusqu'à présent. On a notre fichier git ignore et tout est là. Donc, ces fichiers-ci sont déjà bien traqués dans notre guide, fichier 1, fichier 2 et guide ignore. Je peux déjà vous montrer de quoi je parle ici. Si je rentre dans le terminal et je fais un truc de guide ls file. Vous vous rappelez de cette commande. Cette commande, je crois que je l'ai mal saisie. Oui, c'est en fait git ls files. Vous voyez ici, j'ai mal saisi, j'ai écrit fleece. Donc, si je fais là, voici les fichiers en fait qui sont traqués dans notre projet. Donc, je veux cette fois-ci ignorer le fichier 1C de telle façon que toutes les modifications faites sur le fichier 1 ne soient plus prises en considération. Donc, voilà, pour ça, je rentre ici d'abord dans mon guide. Vous pouvez le faire à travers le terminal. Je veux le faire graphiquement parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on le fasse dans le terminal, ça dérange beaucoup d'autres gens. Ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Vous voyez, je précise juste le nom de mon fichier. Et le nom du fichier ici, c'est file1.txt, comme vous voyez ici dans mon guide Ignore. Et quand c'est bon, vous pouvez même déjà voir que ici, guide va vous dire que quelque chose s'est passé, il y a eu une modification. Ok, oui, il s'agit de cette modification. On a modifié le fichier guide Ignore, comme vous pouvez voir sur le statut ici. Voilà, le fichier a été modifié. Il faut faire un truc de git add et puis git commit ajout du fichier, pardon, mon Dieu, 1, du fichier 1 dans notre git ignore. Voilà, c'est bon, notre working directory est bien clean comme vous pouvez voir ici. Voilà, les étapes pour le faire, la première étape comme je viens de faire, c'est d'abord d'ajouter votre fichier dont vous voulez ignorer dans votre git ignore et puis vous faites le commit pour que Git prenne en considération la modification que vous venez de faire dans votre git ignore. Maintenant, quand c'est bon, la deuxième étape, c'est de supprimer le fichier dans votre tracking area. Vous vous rappelez du tracking area? Donc je vais dire ici, vous faites un git ls files. Vous voyez, je veux que ça n'apparaît plus ici en fait. Parce que je ne veux plus traquer ce fichier. Mais je veux le garder dans mon répertoire courant. Et vous vous rappelez, il y avait une commande qui s'appelait git rm. Et git rm vous permettait en fait de supprimer un fichier directement dans le working directory, le répertoire courant, et dans le tracking area, le staging area, ce que nous avons parlé. Donc pour ça, cette fois-ci, je ne veux pas le supprimer dans le working directory, mais rien que dans le staging area. Et pour ça, il faut quelque chose qu'on appelle ici her. Voilà, donc j'ai mis ceci, cette commande git remove, et j'ai dit -h pour dire je veux savoir un peu l'aide, comment utiliser cette commande git rm. Il n'y a plus que ce que nous l'avons fait précédemment. Donc vous pouvez voir ici, ce qui nous intéresse, c'est ajouter ce flag qui s'appelle cache. On les remove des index. Donc en utilisant le 2-cache, on retire tout simplement le fichier dans le staging state, pas dans le current directory.
Et vous pouvez également mettre F pour force pour que si c'est un répertoire, si c'est un dossier que vous voulez détraquer, donc retirer dans votre staging state, vous ajoutez aussi le flag error. Mais ici, nous voulons juste enlever le fichier, comment je l'appelle, le fichier 1. Donc, je mets là notre commande ici, cache, pour dire de le retirer dans les index seulement. Et puis, je mets le nom du fichier. Le nom du fichier, c'est fichier 1.txt. Comme vous pouvez bien voir là. Et puis, j'appuie sur Entrée. Ils disent Remove File 1. Si je fais encore cette commande, ici, vous pouvez clairement voir que notre fichier 1 n'apparaît plus dans le staging state, ce qui est déjà très cool. Maintenant, on peut bien voir que au niveau du statut de notre code, il y a quand même quelque chose. Donc, il s'agit de quoi? Git status, pour voir exactement ce qui se passe. Ils disent on branch master change to be committed. Donc, vous avez des changements à commit. Donc, en fait, on devrait commit pour dire à Git, oui, prend en considération le fait que nous avons retiré le fichier 1 dans notre staging state. Et pour ça, on fait tout simplement notre git commit-m et on fait notre message retirer le fichier 1 dans nos commit ou quoi je ne sais, ou ignorer le fichier 1 ou quoi que ce soit. Si vous regardez maintenant notre staging state, je vais dire le statut, tout est clean parce que quand il n'y a rien ici devant master, ça veut dire que tout est clean comme vous pouvez bien voir, juste par mesure de prudence ou pour plus de caractère. J'ai fait le status, vous voyez que votre working directory est clean. Voilà, ce qui reste à faire, c'est de se rassurer que ça prend vraiment effet. Donc on va venir ici et on va ajouter du code dans notre fichier 1. This is good. Voilà, ceci après avoir ignoré le fichier 1. Voilà. Donc, vous voyez, des enregistrements ont été faits, mais regardez, remarquez quelque chose, rien ne s'est passé là, rien ne s'est passé. Si je fais un git status, vous pouvez bien voir que notre working directory est toujours clean. C'est justement parce que nous avons su ce qu'il fallait faire. Voilà. Comme récap, vous avez 3 étapes principales à faire. L'étape numéro 1, vous ajoutez le fichier ou les fichiers ou les dossiers dont vous voulez ignorer. Vous ne voulez plus d'eux dans votre gestionnaire Git. Vous les ajoutez dans votre Git ignore. Il s'agit de ce fichier, comme nous l'avons ajouté, fichier 1 ici. Quand c'est bon, vous faites git add et git commit pour dire, prendre en considération le fait que j'ai ajouté certains fichiers ou j'ai modifié le fichier git ignore. Quand c'est bon, vous n'avez qu'à aller dans votre staging state et retirer les fichiers en question. Donc, nous l'avons fait ici en utilisant quelque chose comme cette commande. Voilà. Nous l'avons fait en utilisant git remove -- cache. Donc, cache veut dire l'indexation. Donc, on le retire dans nos index du staging state. Et vous précisez les fichiers dont vous voulez retirer ici. Quand c'est bon, vous pouvez vous rassurer en exécutant cette commande. Mais la deuxième étape, il s'agit de les retirer dans le staging state. Et quand c'est fini, il faut commit. Ce change là du fait que vous avez retiré dans le staging state. Et quand c'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, j'espère que ceci vous a aidé. Ça dérange énormément beaucoup de développeurs. Ok. Voilà, nous avons vu pas mal de préalables. Il est temps que je vous montre autre chose qui marche avec Git et qui est extrêmement importante pour vous. Bref, je sais que beaucoup ont entendu parler de GitHub. GitHub, comme vous pouvez voir le nom ici, c'est une infrastructure basée sur le cloud
qui en fait communique ou travaille en collaboration avec le guide que nous sommes en train d'utiliser depuis dans notre machine. Mais lorsque vous gérez votre code, lorsque vous créez votre projet et utilisez Git pour traquer, monter, descendre, faites tout ce que vous voulez, à la fin, il va falloir stocker votre code dans le cloud. Bref, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes en train de collaborer avec des centaines d'autres développeurs sur le même projet. Pourquoi? Peut-être parce que c'est votre projet personnel et vous voulez la sécuriser. Et pour ça, vous voulez garder dans le cloud de telle façon que même si votre machine se gâte, vous pouvez toujours la récupérer. Et pour ça, il va vous falloir aller dans GitHub. GitHub, c'est tout simplement ceci. Laissez-moi le faire dans un navigateur où je n'ai pas de compte. Et puis, vous allez facilement voir de quoi je parle. Voilà, comme vous pouvez voir ici, vous avez besoin de créer un compte ici à GitHub. Donc, comme je disais, GitHub reste cette plateforme où des centaines de millions de personnes déposent les codes. Ça peut être des codes gratuits, ça peut être des codes privés, ça peut être des codes dont vous voulez laisser la possibilité à toute personne dans le monde d'utiliser, comme chez moi par exemple. Si vous partez dans mon GitHub, vous allez voir énormément de projets que j'ai déjà créés et c'est public. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès à ce code source. Mais j'ai également certains projets privés et GitHub vous donne la possibilité d'avoir 5 projets privés. Donc pour ça, vous allez créer votre compte. Je ne vais pas vous montrer comment ça se fait, c'est un bonjour. Cliquez sur Sign Up et puis vous créez un compte. Quand c'est bon, vous allez maintenant revenir. Donc ici, je vais maintenant vous montrer comment prendre notre projet dont nous sommes en train de travailler depuis dans notre machine et l'envoyer dans le cloud. Donc c'est une étape assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, après avoir créé votre compte, créer un nouveau répertoire, que ce soit à partir d'ici, New Repository ou nouveau répertoire. Vous donnez un nom à votre répertoire comme Git tuto. Ça peut être n'importe quel nom. Si il marque comme coché ici, ça veut dire que c'est bon, le nom est valide. Et puis vous pouvez mettre une description ici, just for learning purpose. Juste pour apprendre, c'est ce que je dis là. Ça peut être public ou privé. Donc ici, je vais le laisser public et ils disent ici, est-ce que vous voulez l'initialiser avec un Git Ignore? Non, nous on a déjà un Git Ignore. Est-ce que vous voulez ajouter une licence? Non, je ne veux rien, je veux le garder aussi simple. Un README, c'est généralement là où vous mettez quand même une description basique pour dire de quoi votre projet s'agit et peut-être certains directives pour pouvoir débuter avec votre projet. Je ne mets rien et je le garde tout simplement comme ça. Plus tard, nous allons voir comment créer des projets où on va ajouter tout ceci. Bon, là, je crée le projet et quand c'est bon, ils disent quick or create a new repository on the command line or push an existing repository from the command line. Donc, nous, on a déjà un projet existant. Ça peut être que vous n'avez même pas encore de projet. Là, il va falloir faire ce qu'on appelle un projet tout début où vous voulez peut-être importer un projet à partir d'un autre répertoire, mais ce n'est pas le cas. Nous, on veut plutôt ajouter un projet existant dans notre Git repository. Donc, pour ça, on copie cette commande-ci qui dit git at remote. Git remote at origin, qui est l'adresse maintenant de notre projet dans GitHub. Et je reviens là, tout simplement, je mets git, pardon, je n'ai qu'à coller le lien comme vous voyez là. Et quand c'est bon, c'est bon. Tout ce que vous avez encore à faire, c'est de check out master. Bon, vous voyez, il dit git branch m main. Et puis il dit git push origin main. Maintenant, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas ajouté. Ceci est valide lorsque vous avez ajouté un README ou un Git Ignore. Donc, pour l'instant, je peux vérifier là, mon répertoire est toujours clean, mais je suis plutôt dans la branche master, pas main comme ils l'ont précisé. Pour ça, je peux dire Git status, juste pour montrer que tout est bon jusqu'à présent.
Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est le git push origin master. Je dis ici git push origin master. Git push origin master, c'est la commande qui vous permet en fait de prendre le contenu de votre machine locale et l'envoyer dans GitHub. J'appuie sur entrée et puis vous devez être connecté sur internet et comme vous voyez là, ça a envoyé. Si je viens ici et je rafraîchis juste la page ici, vous allez voir que tous mes codes sont déjà en ligne. Il s'agit de quel code? De fichier 1 et de fichier 3. Bon, comme j'ai ignoré le fichier 1, le fichier 1 n'est pas là, mais le fichier 2, il est bien là. Le fichier git ignore, il est bien là. Le fichier 3 qu'on a rajouté récemment, il est bien là. Donc, comme par magie, on vient comme ça d'envoyer notre code depuis notre machine locale à notre GitHub. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va continuer. Ok, super. Salut les pros, salut et bienvenue dans notre presque dernier tuto consacré à Git et GitHub. Donc aujourd'hui, nous allons voir une des particularités également de Git qui va vous permettre de pouvoir entrer en possession de n'importe quel répertoire qui est mis sur GitHub. Ça veut dire ce qu'on appelle des répertoires publics open source. Donc imaginez vous avez besoin de n'importe quel projet et que vous pensez que vous savez qu'il est open source. Donc allez tout simplement sur GitHub, comme vous voyez ici le lien, et puis vous faites la recherche du projet. Mais ici je vais vous montrer tout simplement en utilisant mon profil GitHub. Donc comme vous voyez, pratiquement tout le monde a un profil GitHub. Moi je suis à 139 répertoires, ça veut dire projets créés. Ça peut être des vrais ou des faux projets, donc bref, c'est pas important. Mais vous pouvez également accéder au profil de n'importe quelle personne qui a un compte GitHub, comme par exemple Google. Je crois qu'ils ont tout simplement un compte avec les projets ouverts. Voilà, vous voyez, ils sont à 2200, 2.2K, 2200 répertoires. Et là, vous allez voir Material Design Icon, c'est un projet que vous allez connaître. Material Design Lite, Golang, les langages que vous connaissez, ils en ont vraiment des tonnes. Il y a même Angular, il y a plein d'autres projets qui se trouvent ici dans les répertoires. Ça peut être en Python, en JavaScript, n'importe quoi. Vous pouvez également aller dans Open Source Google et vous allez trouver tous les logiciels open source de Google. Mais c'est un compte vérifié parce que ce sont des très grosses organisations. C'est pour éviter la fraude que quelqu'un crée aussi un compte en disant qu'il est Google. Bref, pour arnaquer les gens ou quoi que ce soit. Il y a également Facebook. Donc je ne cite que quelques deux géants juste pour vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, bam, sur Facebook vous pouvez directement voir le projet React. Comme je vous dis, React c'est open source, même React Native pour créer des applications mobiles. Et également c'est un compte vérifié open source de Facebook. Vous allez également trouver, ils sont basés où, bref, c'était un peu ça la chose. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook n'a que 112 répertoires, donc ils ne sont pas trop pro open source project. Donc vous voyez les langages sur lesquels ils codent le plus, combien de gars dans la communauté, et c'est un peu ça. Donc surtout qu'à nos jours il s'appelle Meta, ce n'est plus Facebook dans un sens propre. Oui, ils sont maintenant devenus Meta depuis quelques mois, je crois 3 ou 6 mois comme ça. Voilà, bref, c'est pas important. Je voulais juste vous montrer que à travers l'identité ou l'identifiant de n'importe quelle personne, vous pouvez accéder à tous ces repositories qui sont en ligne. Donc je rentre là dans Duplex qui est en fait mon identifiant de GitHub. Et puis ici, je vais vous montrer comment cloner ce qu'on appelle un projet. Cloner un projet ici veut dire beaucoup de choses. Initiation au HTML, au CSS, plein de choses
voilà, je peux vous montrer comment cloner ce projet-ci. Git YouTube Design Clone, c'est un projet que j'avais fait il y a de cela quelques temps pour vous montrer comment cloner le code de YouTube de A à Z. En fait, donc, on a codé, écrit du coup YouTube de A à Z en utilisant du HTML et du CSS. Donc, je vous montre comment vous pouvez avoir ce projet si à jamais vous êtes intéressé pour continuer ou faire quoi que ce soit. Donc, déjà, c'est une capacité de Git et puis je viens justement ici dans code et puis vous allez voir HTTP, il y a SSH et GitHub CLI. Donc c'est les trois méthodes par lesquelles vous pouvez obtenir le code qui se retrouve dans GitHub jusqu'à l'avoir dans votre machine. Mais le plus facile, c'est en utilisant le protocole HTTPS. Utiliser le protocole SSH, c'est un protocole plus sécurisé, plus compliqué également pour le faire. Et je ne vais pas vous casser la tête ici pour vous apprendre comment le faire. Donc nous allons tout simplement utiliser la première option par défaut ici. Vous voyez comment cette tabulation est activée ici. Donc vous cliquez tout simplement ici pour copier. Ça a copié effectivement le lien du projet à faire. Et puis vous rentrez dans votre terminal. Vous pouvez mettre npwd pour voir là où vous vous retrouvez. Mais je veux d'abord me rassurer que je rentre dans mes projets comme vous savez toujours et toujours. Et puis une fois dans mes projets, dans le dossier ce qui s'appelle projet, je peux créer un petit truc là-bas que j'appelle make directory YouTube clone. Bref, c'est pour éviter d'avoir des problèmes parce qu'il y a déjà, je crois qu'il y a déjà ce dossier YouTube tutoriel ou quoi. Il y a déjà YouTube Design Clone là parce que c'est de là que j'avais créé le projet. Donc je ne veux pas avoir le même problème en me retrouvant à cloner un projet dans un répertoire qui existait déjà. Donc c'est juste pour éviter cela que je crée ce nouveau dossier. Donc vous voyez, je navigue maintenant dans YouTube Clone, le dossier qu'on vient de créer, et nous sommes ici à l'intérieur. Donc je peux faire un clair pour me rassurer que mon terminal reste encore plus propre. Donc maintenant, pour cloner, vous faites tout simplement git clone et puis vous spécifiez le nom du répertoire. Je veux dire le lien du répertoire, donc du code qui se retrouve dans votre GitHub, et c'est ce qu'on a copié à partir de notre protocole HTTP, et c'est ça. Voilà, et puis tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur entrée. Vous devrez être connecté sur internet et ça va prendre quelques minutes pour cloner. Donc brièvement, ça vient de cloner le projet. Si on fait un ls, vous pouvez voir ici que effectivement le projet a été cloné avec le nom du projet qui est ici à GitHub. Donc maintenant c'est un dossier à faire. Donc on va entrer dans le dossier avec un cd YouTube clone, comme vous voyez là, design clone. Et puis nous sommes actuellement dans YouTube Design Clone et je fais un clair. J'ai beaucoup fait ça pour que les choses restent plus claires. Je fais un ll pour lister tout ce qui se retrouve dedans. Voilà, vous pouvez bien évidemment voir tout cela. Donc ce qui nous reste, c'est d'ouvrir ça dans VS Code en mettant tout simplement code espace point, et ça ouvre notre projet dans YouTube. Je vais zoomer ici pour que les choses soient plus claires pour vous qui regardez la vidéo. Voilà, voici le code entier, voici les images qu'on avait utilisées et plein d'autres choses. Donc pour démarrer ce projet, je peux rentrer juste dans mon fichier index.html et puis je fais tout simplement open with live server et puis et enfin je viens de cloner ce projet en moins de quelques minutes. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on l'avait fait en utilisant du HTML et du CSS. Donc je vais également ajouter le lien de cette vidéo si vous vous demandez comment faire pour cloner aussi YouTube ou écrire vous-même ce code. Regardez la description, il y aura le lien de cette vidéo et vous pouvez la suivre. J'espère que vous avez appris quelque chose de là et je pense que de là nous tendons vers la fin de notre série consacrée à Git et GitHub. Super. Ok.
Merci pour tous ceux qui ont suivi ce tuto jusqu'à la fin. Je crois que vous aurez appris tellement plus que ce que vous ne trouvez sur la toile. Parce que je crois que c'est un tuto assez intéressant. Parce que lorsque vous maîtrisez Git, vous venez comme ça de passer d'une étape de développeur quand même junior à un développeur intermédiaire. Déjà, vous avez eu toutes les fondamentaux dont on devrait maîtriser pour quand même commencer avec Git ou démarrer avec Git et GitHub bien évidemment. Voilà, comme vous pouvez voir, la chaîne grandit petit à petit et je suis déjà très ravi, mais c'est pas encore intéressant. Il faut que vous continuez à partager et que vous likez, regardez les vidéos. Il y en a déjà au moins 100 à 135 vidéos. Et je pense que c'est important que vous preniez la peine de les partager, au moins que chacun d'entre vous prend la peine et qu'il partage. Surtout, likez toutes les vidéos que vous regardez. Quand vous likez, ça augmente l'importance de la vidéo dans les indexations de YouTube et ça m'aide beaucoup pour mettre les vidéos en avant. Donc, c'est important que vous le fassiez, que vous laissez des commentaires, surtout les likes sont très importants. Partagez également les vidéos. Donc cette série a été vraiment intéressante et je pense que vous devrez prendre la peine de la suivre jusqu'à la fin parce que il y en a une quinzaine de vidéos, ce qui est déjà assez intéressant pour un début. Donc pour la suite, à partir d'ici, il y a encore plein d'autres choses comme les branches. Comment créer plusieurs branches dans un projet? Par exemple, peut-être un gros projet qui fait dans plusieurs modules. Vous pouvez créer chaque module dans sa branche. Comment collaborer avec plusieurs autres développeurs sur le même projet? Comment faire des pull requests? Comment contribuer à des logiciels open source? Comment gérer plein d'autres choses, par exemple rentrer à une étape en arrière. Je ne crois pas que je vous ai montré ça. Par exemple, vous êtes à une certaine version 20 de votre projet et un matin vous voulez rentrer peut-être à une version 18 parce que la version 20 a trop de bugs et tout ça. En bref, il y a encore beaucoup même à faire en ce qui concerne Git. Mais je m'arrête ici. Vous savez, c'est pas évident de produire ces genres de vidéos. Si vous êtes à jamais intéressé ou ce tuto vous est vraiment marqué, vous pouvez me le dire parce que je peux ouvrir ce qu'on appelle une sorte de feuille de contribution. Et si vous contribuez jusqu'à ce que ça arrive à quelque chose d'impressionnant ou si les gens sont vraiment engagés à contribuer, ça veut dire me récompenser financièrement parce que sans vous mentir, ça prend beaucoup de temps et beaucoup en termes de travail et compétences et c'est des contenus assez valables en termes de valeur quoi. Donc si vous contribuez, je peux vous trouverez mon WhatsApp, vous pouvez me contacter et je vous donne le moyen par lequel peut-être MoneyGram, PayPal, Mobile Money, n'importe quel moyen, même si vous contribuez que 1000 francs, c'est pas petit, mais si on parvient à faire peut-être une cagnotte de 100 000 francs CFA, je peux continuer la vidéo jusqu'à la fin et vous montrer tout ce que vous voulez. Donc à vous de jouer si vous voulez plus de contenu. Ciao.